Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 4 juillet. Quelle est l'actu du jour? La réponse dans ce sommaire. La grande exposition estivale du Grimaldi Forum va ouvrir ses portes ce samedi. En attendant, une visite presse vient d'être organisée ce matin. L'artiste exposé, le peintre du début du 19e siècle, William Turner, mais pas que, c'est ce que vous allez découvrir dans ce journal. Nous recevrons d'ailleurs pour nous en parler la directrice des événements culturels du Grimaldi Forum. Le site Handiplage fait son retour sur le Larvoto et permet aux personnes handicapées de profiter comme tout le monde de la baignade. La Maison du Numérique organise des journées portes ouvertes du 3 au 5 juillet, l'occasion pour nous de vous faire découvrir les missions et les ateliers mis en place dans ce lieu dédié à l'apprentissage du digital. Nous sommes le 4 juillet, date de l'indépendance des États-Unis. Un Français s'est particulièrement illustré lors de cette période, le marquis de Lafayette. Eh bien, l'Ordre international de Lafayette en principauté a été lancé officiellement hier. Nous recevrons pour nous en parler son président. La Yacademy, le Summer Camp de Yacouba Ouattara, est organisé de nouveau cet été, et ce pour une semaine. Un stage qui a affiché complet avec une quarantaine de jeunes. Et pour finir, suite de notre série consacrée à la Monaco Art Week, petite visite de différentes galeries participant à l'opération. C'est une exposition exceptionnelle qui s'installe à l'espace Ravel du Grimaldi Forum, consacrée au peintre britannique Joseph William Turner. Le titre de l'expo, Turner, le sublime héritage, une collection de 80 toiles et œuvres sur papier, tout droit venues de la fameuse Tate de Londres. C'est le plus grand prêt d'œuvres d'art jamais consenti par cette galerie que Théo Schumer et Lionel Bernardi ont eu la chance d'observer en avant-première. On l'appelle le maître du sublime. Joseph Maillard William Turner, de son nom complet, ne se contente pas de peindre la nature, il veut la faire ressentir au point le plus exaltant. Une expérience fascinante rendue possible par les 38 toiles et 40 œuvres sur papier qui sont exposées ici. Mais pour rendre le spectacle encore plus beau, elles sont complétées par les œuvres de plusieurs autres artistes, cette fois modernes et contemporains, comme un dialogue entre les tableaux. Well, it's designed to show the whole breadth of Turner's career. He was a man who painted every day of his life or drew every day of his life, and the resulting body of work we're so lucky to have access to at Tate. And this exhibition aims to sort of demonstrate that through the theme of the sublime. The exhibition is designed to show the whole breadth of who Turner was. L'exposition suit un parcours scénographique qui s'étale sur 2000 mètres carrés. Chaque pièce relate un univers dont le point commun est la nature telle que la voyait Turner au 19e siècle chez lui, dans la campagne britannique ou au cours de ses voyages en Europe. Seule une salle se détache du reste, la ville de Venise, un voyage artistique plus urbain qui tenait à cœur à l'artiste. Mais le clou du spectacle, c'est cette dernière salle sous forme de cathédrale où l'on retrouve les dernières œuvres de sa vie avec un style considéré comme inachevé par ses contemporains, mais qui lui valurent plus tard la réputation de prophète de la peinture moderne. I think this room was loosely based on St. Paul's Cathedral, which is not something I would have ever dreamed up, but is a perfect sort of space for the works. The way that they've framed each one individually is just inspired, and I think they've done such incredible justice to the selection of the works. They've really made them come alive. L'œuvre de Turner est aussi remarquable par son intemporalité. La notion du sublime incite à une réflexion sur le climat, un thème qui s'inscrit parfaitement dans les débats du temps présent, de quoi rendre l'exposition d'autant plus accessible. The way he approached his themes, the fact that we can imbue his paintings with our own imagination. He allows us to place ourselves into his paintings. It means that their relevancy hasn't dampened, and the theme of the natural environment is something that is always going to be relevant, but in the context of today, when we look at the natural world and our interactions with it a little differently, we're considering our impact on the climate and climate change. There's a new relevance to his works. Turner, le sublime héritage, est à découvrir du 6 juillet au 1er septembre à l'espace Ravel du Grimaldi Forum. Voilà pour cette visite exclusive. Avec nous pour en parler davantage, la directrice des événements culturels du Grimaldi Forum, Catherine Alechenkov. Bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir un reportage sur cette exposition consacrée à Joseph Maillard William Turner. Qui est cet artiste de la lumière pour vous ?
Alors c'est déjà une grande figure de l'art britannique et c'est une chance d'avoir eu un prêt aussi considérable de la tête. Et c'est effectivement un artiste d'une grande modernité, c'est ce que l'exposition veut révéler en mettant ce grand maître en dialogue avec des artistes contemporains. Et c'est vraiment une relecture de Turner à travers aussi la vision d'artistes contemporains sur le thème du paysage et derrière tout ça aussi sur le fil conducteur du sublime. Oui, parce que c'est un artiste moderne du 19e siècle face à des artistes modernes d'aujourd'hui, en fait. Exactement. En fait, ces artistes, ces deux générations sont intéressés par la question du paysage et chacun à sa manière s'interroge sur ce que ce paysage est en quelque sorte le miroir de l'humanité. Ce que Turner reflétait dans son travail en décrivant la force des éléments, qui était vraiment une iconographie propre au sublime, est retransposé et relu à travers des œuvres d'artistes contemporains, que ce soit des photographes, des installateurs, des vidéastes. Et il y a évidemment de grands noms de l'art contemporain qui dialoguent avec le maestro britannique William Turner. Et pourquoi cet artiste? Qu'est-ce qui a plu finalement au Grimaldi Forum au point d'avoir voulu mettre Turner comme ça en avant? William Turner certainement nous a motivés parce qu'après Monet, beaucoup de questions se posaient aussi sur finalement la genèse de ce courant impressionniste. Donc on avait l'idée aussi de montrer la modernité de Turner qui a inspiré beaucoup de peintres impressionnistes. Monet en 1870 va se rendre à Londres et va se rendre compte à quel point cet artiste était déjà précurseur. Il a déjà voyagé dans les paysages pour rendre compte des paysages, de la nature, et cet rapprochement et ce dialogue avec les artistes contemporains faisait sens. En quoi ça a été complexe comme ça d'organiser une exposition sur Turner et aussi avec des artistes contemporains? Ça a été complexe ou pas? Pas tant que ça, parce qu'en fait, le parti pris très vite grâce à notre espace Ravel, c'était finalement de faire dialoguer également dans les mêmes volumes cet artiste William Turner avec ses contemporains. On a joué vraiment sur un dialogue physique entre ces artistes contemporains et William Turner, de sorte que finalement, on aura une rencontre de deux publics, les aficionados de Turner et d'une œuvre qui peut paraître au début classique, mais qui va être révélée être très moderne, et puis ceux qui vont vraiment retrouver les grands noms de la scène contemporaine. Comment se déroule la scénographie? Parce que ce ne sont pas simplement des toiles comme ça posées sur un mur, hein. Ah non, c'est toujours effectivement un display qui est savamment orchestré par William Chatelain, notre scénographe. Ce travail se fait en amont avec la commissaire Elisabeth Brooke. Vous le savez, toutes nos salles sont vraiment made sur mesure, réalisées sur mesure, de façon à ce que ce dialogue soit évident. Et puis évidemment des ambiances très différentes puisque l'on veut montrer petit à petit, je dirais, l'intemporalité de l'œuvre de Turner. Donc on démarre dans un environnement lumineux qui rappelle la minéralité, les montagnes, l'atmosphère lumineuse de Venise, la tempête, pour petit à petit rentrer dans une espèce de cathédrale qui sacralise l'œuvre finale, l'œuvre des dernières années de William Turner. Alors c'est l'été, mais il faudra mettre une petite laine, hein, parce que je crois que pour préserver les toiles anciennes, il faut une certaine température. Eh bien, notre public nous connaît très bien, donc ils sont effectivement tous habitués à s'équiper d'un petit lainage, parce qu'en effet, pour des questions de conservation, la température reste à 20-21 degrés pour conserver ce niveau d'hygrométrie et que les œuvres soient effectivement dans un environnement parfait pendant ces 2 mois d'exposition. Turner, le sublime héritage, voici l'exposition estivale du Grimaldi Forum du 6 juillet au 1er septembre. Merci Catherine Alechenkov d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Le site Handiplage est de retour pour cette nouvelle saison au Larvoto, et ce jusqu'à la fin de l'été. Cette initiative a pour but de permettre aux personnes porteuses d'handicap de venir également profiter de la mer. Voyez ce reportage de Cassandra San Carlos et Jean-Alexandre Dordet. Il est 11h et déjà 28 degrés sur la plage du Larvoto. C'est sûr, l'été est bel et bien arrivé. Cette année encore, grâce à Handiplage, tout le monde pourra aller se baigner, sans exception. L'intérêt, c'est de pouvoir permettre à toutes les personnes, quel que soit leur âge, de venir se baigner, de venir profiter de ces moments agréables. C'est vraiment très important que toutes ces personnes sachent qu'elles sont les bienvenues, qu'elles n'hésitent pas, qu'il n'y ait pas de retenue et qu'elles profitent de cette occasion pour profiter finalement de ce lieu magnifique qui est la plage du Larvoto. Quand on n'a plus cette possibilité de se retrouver dans l'eau de mer qu'on vous la donne, mais je crois qu'on ne peut pas réaliser ce que c'est, leur bonheur. 2 nouveautés font leur apparition pour assurer le confort des baigneurs. Le site a fait l'acquisition de 2 sunbeds, des transats plus hauts permettant de faire le transfert des personnes à l'eau, ainsi qu'une douche située à quelques mètres.
Pour moi, c'est essentiel, puisque c'est quelque chose que je mène depuis 19 ans maintenant. Donc pour moi, ça a du sens. Et plus que jamais, je pense qu'on est dans une conscience et une volonté d'inclure ces personnes en situation de handicap. Pour répondre aux attentes, le gouvernement a élargi la plage horaire et le personnel. 6 handiplagistes sont là pour assurer l'accueil des baigneurs de 10h à 18h en semaine et de 9h à 19h les week-ends. Ah mais bien détendu, l'eau ça détend, on prend le soleil, c'est de la vitamine, ça fait du bien, c'est très très bien et c'est même obligatoire parce qu'il y a beaucoup de PMR dans la région. Certes ils ne sortent pas tous, mais le peu qui sortent, ils profitent des activités que le gouvernement donne. La saison 2023 a été plutôt calme en raison de fortes canicules, mais l'année 2022 avait totalisé près de 700 utilisateurs sur 2 mois, un record qu'Handiplage est prêt à battre. Toute personne avec un handicap peut venir profiter des infrastructures gratuitement et sans réservation. Les personnes véhiculées bénéficient même d'un forfait de 3 heures dans le parking du Larvoto. Depuis 1 an, la Maison du Numérique vient en aide à la population monégasque pour l'accompagner dans la transition vers le digital. Des journées portes ouvertes sont d'ailleurs organisées en ce moment même, mais il faut savoir que tout au long de l'année, de nombreux ateliers sont également mis en place pour sensibiliser les personnes à cette nouvelle ère digitale. Christina Tomel a rencontré Anthony Bocon, le responsable de la Maison du Numérique. Écoutez-le. Le but principal de la Maison du Numérique, c'était d'accompagner les gens dans cette transition numérique qui est en train d'être faite à Monaco pour limiter la fracture et rendre ce numérique accessible à tout le monde, gratuitement. Les ateliers qu'on propose, on en a plus de 25 aujourd'hui disponibles avec 2 ateliers par jour. Ce sont des ateliers qui couvrent, on va dire, les principaux outils et les demandes qui reviennent le plus à la Maison du Numérique. Donc on a toujours l'utilisation d'un iPhone avec 2 niveaux, l'utilisation d'un téléphone Android aussi avec 2 niveaux. On a adapté par rapport aux demandes avec l'apprentissage d'un ordinateur Mac et Windows. On a aussi fait 2 niveaux. Bien sûr, les arnaques en ligne, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité en principauté. On reçoit tous des messages, des mails, des appels même. On a cette responsabilité aussi d'accompagner principalement les seniors sur ces sujets qui peuvent être inquiétants pour eux. Pour vous inscrire aux nombreux ateliers de la Maison du Numérique, rien de plus simple, vous pouvez le faire en ligne ou en vous rendant sur place. Mais quels sont ces ateliers proposés? La réponse dans ce reportage. Des ateliers divers et variés qui pourront vous apprendre par exemple à créer et gérer votre boîte mail ou encore à apprendre à reconnaître les arnaques en ligne et à lutter contre. Autant d'ateliers mis en place pour vous aider à mieux appréhender le numérique, mais aussi pour vous apprendre à effectuer des démarches en ligne par exemple ou à débuter avec un téléphone Android ou avec une box Monaco Télécom. Mais la Maison du Numérique n'est pas qu'un lieu d'apprentissage, elle est aussi un lieu de rencontre, de médiation et d'expérimentation sociale, culturelle et citoyenne. Le jour de notre venue, le docteur Michael Cohen partageait par exemple son expérience avec le public et lui expliquait comment le numérique peut venir en aide à la médecine grâce à des outils digitaux de précision qu'il développe depuis plusieurs années maintenant. C'est un outil qui est vraiment destiné aux médecins, ce n'est pas un outil que le patient va utiliser tout seul à la maison. Et l'idée, c'est d'être un petit peu le stéthoscope ou le marteau réflexe, on va dire, un petit peu plus moderne, de pouvoir explorer les capacités neurologiques des patients par des outils de précision, où on va pouvoir tester la motricité, la précision des mouvements, la coordination, la vue, les capacités de concentration. On va pouvoir enregistrer également les mouvements oculaires. Les mouvements oculaires, la manière dont on déplace nos yeux, donne beaucoup de renseignements sur le fonctionnement cérébral. Et donc ces outils, bien sûr, ont été développés, ont déjà été évalués. Et on se rend compte effectivement que dans des situations où, quand on examine, nous, les patients avec nos moyens classiques, on ne trouve rien, eh bien, des outils digitaux comme ceux que je développe permettent de montrer des anomalies subtiles ou tout du moins des différences entre des sujets qui sont en tout début d'une maladie ou qui vont devenir malades, qui ne sont pas encore malades mais qui vont le devenir, et des sujets qui sont en bonne santé. Enfin, on se rend compte que ces sujets-là vont être moins performants sur des tests de précision. Le digital et les projets en devenir sont donc au cœur des discussions à la Maison du Numérique. Prochain atelier le 6 juillet prochain au programme. Comment protéger vos appareils mobiles et votre ordinateur avec l'application gratuite Care Safety ou comment vous servir de votre identité numérique pour effectuer des démarches en ligne sur MC Connect. On célèbre aujourd'hui l'indépendance des États-Unis, le fameux 4 juillet. Eh bien, à la Maison de France, à l'occasion du 248e anniversaire de cette indépendance, l'Ordre international de Lafayette en principauté a été lancé officiellement. Qu'est-ce que cet ordre et pourquoi? Pour y répondre, nous recevons Thierry Chevalier. Bonsoir.
Bonsoir. Le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine, c'est une façon également de rendre un hommage à un grand homme français, le marquis de Lafayette. Expliquez-nous ça. Oui, alors effectivement, le marquis de Lafayette, qui était un militaire de carrière à l'origine, un officier des armées du roi de France, était en garnison à Metz. Ouais. Et bien évidemment, il avait entendu parler de cette révolution qui se préparait en Amérique, en terre d'Amérique, et des hommes emmenés par le général George Washington, et qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de finances, qui avaient besoin d'armes. Et donc tout de suite, à l'issue du souper de Metz, le marquis de Lafayette est allé persuader le roi Louis XVI, le roi de France, d'intervenir officiellement dans les Amériques. Le roi, bien sûr, l'a nommé comme émissaire du gouvernement, et c'est ainsi que la France a apporté son aide aux insurgés, aux révolutionnaires emmenés par le général George Washington contre le colon anglais en Amérique. À l'issue de ça, donc bien évidemment, pour faire la victoire, donc est une victoire franco-américaine. Cette victoire franco-américaine a été entraînée à terre par le général Rochambeau, qui était le chef du corps expéditionnaire français, et en mer par l'amiral de Grasse. L'amiral de Grasse qui, pour lui, s'il n'y avait pas de victoire sur mer, il n'y avait pas de victoire totale. Et effectivement, ces dires se sont vérifiés, puisque la conjonction des forces françaises et américaines ont fait que les Anglais ont été battus donc dans la baie de la Chesapeake en Virginie, et ce qui a entraîné la chute de Yorktown et des conséquences dans le monde entier pour les Anglais, pour les forces navales anglaises qui n'avaient plus été battues depuis le Pente 200 ans auparavant. Oui, avec la suite donc, de l'histoire maintenant que l'on connaît. Et à cette occasion, vous allez lancer officiellement l'ordre de Lafayette. Même chose, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ancêtre de la Légion d'honneur. L'ordre de Lafayette international en principauté de Monaco, c'est une organisation monégasque. Qui est là justement pour entretenir les relations entre les États-Unis d'Amérique, la principauté de Monaco et la France, bien évidemment. Et à travers ça, c'est d'abord l'histoire de l'homme, c'est l'histoire aussi d'une décoration, de tout un protocole de décoration qui s'étend du chevalier en passant par l'officier jusqu'au commandeur, avec les grands dignitaires bien évidemment. Et à Monaco, l'ordre de Lafayette international aura pour mission effectivement de perpétuer les liens entre la principauté de Monaco et les États-Unis d'Amérique. En quoi c'est une distinction importante à vos yeux? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ça? Alors, l'ordre international de Lafayette, à l'origine, c'est aussi l'histoire d'une médaille, parce qu'il fallait récompenser les braves qui avaient combattu dans les Amériques. Et le roi Louis XVI avait chargé le marquis de Lafayette de créer une distinction pour récompenser en fait les militaires. À l'issue de ça, bien évidemment, il a confié cette mission donc au marquis de Lafayette, et la distinction a été baptisée l'ordre de Lafayette. Cet ordre de Lafayette a été également remis aux diplomates américains, aux militaires américains, et bien sûr au premier des Américains, qui fut le général George Washington, qui a été fait chevalier de l'ordre de Lafayette. L'ordre de Lafayette, effectivement, par la suite, l'empereur Napoléon, renonçant à envahir les États-Unis et a vendu donc la Louisiane, et à l'issue de ça, Napoléon n'a jamais dissous l'ordre de Lafayette, mais s'est servi de l'ordre de Lafayette pour créer ce que nous connaissons aujourd'hui, la Légion d'honneur. Absolument. À Monaco, l'ordre de Lafayette international a été créé en 2019, hein, et vous êtes depuis un peu plus de 6 mois le président de cet ordre international. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour moi, déjà, c'est un honneur, parce que je suis français et je suis à la tête d'une organisation purement monégasque. Donc c'est une mission qui m'avait été proposée par notre ancien ambassadeur de France, Laurent Stefanini, et qui, voyant mes bilans dans le cadre des relations entre la France et les États-Unis, m'avait dit ça serait bien de donner un petit coup de main à la principauté, de voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc acte, et aujourd'hui je suis effectivement le président de l'ordre international Lafayette en principauté de Monaco, un ordre Lafayette international qui a commencé effectivement à réparer l'histoire en décorant des personnes qui ont réellement des liens
avec les États-Unis. Et à savoir, la première décoration a été remise il y a quelques jours en Normandie à Charles Norman Say, qui est un médic vétéran du 6 juin 1944. Il est servi au sein de la première division d'infanterie américaine, quasiment décimé le soir du 6 juin. Et c'était réparer l'histoire puisque cette médaille avait été faite pour les combattants américains. Et quelle sera l'actualité de cet ordre international de Lafayette à Monaco, à commencer par ce qui s'est passé hier ? Hier, nous avons effectivement célébré le 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, et occasion de lancer effectivement l'organisation officielle Ordre de Lafayette international en principauté de Monaco. Mais ça va être bien évidemment tout un programme de conférences. Ça va être effectivement la préparation du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique avec bien sûr l'association France-États-Unis, French Riviera et Monaco. Ça va être effectivement toute une série d'événements que nous sommes en train de préparer et que nous vous annoncerons au fur et à mesure, bien évidemment, des avancées. Thierry Chevalier, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette belle interview et puis au plaisir de vous revoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. La Academy a rouvert ses portes. Proposé par le capitaine de la Roca Team, Yacouba Ouattara et l'AS Monaco, ce stage d'été d'une semaine permet à des enfants de se perfectionner en basket tout en passant un bon moment. Théo Schumer et Thomas Deus sont allés prendre la température au gymnase du Stade Louis II. Ils sont 40 à participer à la 2e édition de la Academy, un camp de vacances un peu particulier où ces enfants de 10 à 14 ans peuvent profiter des conseils avisés de 8 professionnels du basket, dont celui qui en est l'instigateur, le capitaine de la Roca Team, Yacouba Ouattara. Ça s'organise autour de petits jeux. Tout d'abord, le matin, on essaie de faire un peu plus d'entraînement individuel, travailler la technique. Et ensuite, l'après-midi, généralement, c'est un peu plus des matchs. On fait très attention à ce que ce soit autour du plaisir, que les jeunes prennent vraiment plaisir, parce qu'à cet âge-là, c'est ce qui prime. C'est de travailler sur des détails techniques, le dribble, le shoot, le jeu en équipe aussi, leur faire comprendre quelle mentalité il faut avoir pour arriver à haut niveau. Et voilà, moi je suis là pour ça, essayer de transmettre mon expertise. On a des coachs qui sont là aussi, qui sont super cool avec les jeunes, qui savent comment justement les aider à progresser. Certains de ces jeunes basketteurs viennent de l'AS Monaco, mais l'idée n'est pas de proposer un stage intensif. La philosophie de la Academy, c'est du perfectionnement, mais avant tout, du plaisir. Oui, Yacouba tient beaucoup à ça. Il tient vraiment à ce que les enfants aiment le basket par le jeu. Le jeu, l'échange, la bienveillance, enfin toutes les valeurs qu'il représente. Et effectivement, à l'intérieur de ça, il aime leur expliquer que tout est bon pour apprendre, etc. Donc c'est un point de vue pédagogique un peu différent. On ne peut pas dire qu'on est sur un camp intensif, mais on est sur un camp d'amusement où chacun va trouver un peu son niveau de pratique et le niveau d'enseignement qu'il recherche, quoi. Équipe 3 ici. Et la méthode fonctionne parfaitement. Cette nouvelle édition affiche complet et les sourires sur les visages des enfants peuvent en témoigner. Comment t'appelles-tu? Mathieu Le Raveran. T'as quel âge, Mathieu? J'ai 10 ans. Et alors toi, t'es inscrit à la SM Basket, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est la première fois que tu participes à la Academy? Non, c'est la deuxième fois. Pourquoi tu t'inscris? Qu'est-ce qui te plaît ici? On s'amuse, on progresse. Ils nous apprennent des mouvements, le shoot, des doubles pas, notre trajectoire. C'est incroyable parce qu'on progresse tout. De lundi jusqu'à vendredi, on progresse. Et le fait que ce soit des joueurs de la Roca Team, c'est quand même plutôt sympa. Ça rajoute quelque chose. Oui, ça rajoute quelque chose. De voir des professionnels juste à côté de nous, de parler aux professionnels, c'est génial, c'est incroyable. Le stage se termine ce vendredi, mais est évidemment voué à se réitérer. En tout cas, une chose est sûre, tout le monde repartira avec un souvenir indélébile. Et vous aurez reconnu en plus de Yacouba Ouattara, le joueur international tricolore de la Roca Team, Mame Jaïté. La Monaco Art Week continue. Pour rappel, il s'agit d'un parcours réunissant plusieurs galeries d'art en principauté. L'idée, faciliter l'accès aux expositions. Pour vous donner un aperçu, nous avons rendu visite à quelques-unes des galeries participant à l'événement. Regardez ce reportage d'Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Sillonner la principauté de galerie d'art en galerie d'art, c'est ce que propose la Monaco Art Week, une semaine durant laquelle 19 maisons ouvrent leurs portes pour découvrir des expositions toutes plus variées. Cette année, nous, on fait une exposition consacrée à Alexander Calder, qui est un très grand artiste américain, qui a fait beaucoup de sculptures
et en parallèle de sa sculpture qui a fait beaucoup d'œuvres sur papier, de gouache et de peinture. Calder, c'est une œuvre qui est très colorée et très facile. Quand on ne connaît pas l'art, on apprécie Calder parce que c'est juste beau, et quand on connaît l'art, on sait que c'est un immense artiste. Donc en fait, pour l'été, nous, c'était parfait d'amener de la couleur. Pour la Galerie Arcurial, c'est en extérieur que les visiteurs peuvent découvrir un parcours artistique enrichi par 56 sculptures. Que ça permet de sortir aussi les œuvres d'un contexte finalement soit muséal, soit de galerie, soit de maison de vente. Là, on peut vraiment s'amuser avec tout l'environnement, les jardins, les immeubles, l'architecture de la ville. C'est vraiment une façon de présenter au public initié et non initié un bout de l'art du XXe siècle et du XXIe siècle. Ici, c'est un tout autre style qui se présente sous nos yeux, une sélection d'œuvres de l'artiste Larry Bell datant des années 70. Il utilise en fait ce qui s'appelle vacuum chamber, que l'artiste s'appelle Tank, qui c'est aussi la technique utilisée par l'aéronautique. Alors c'est une technique très intéressante parce que il y a cette vacuum chamber où en fait il n'y a pas d'air. Selon les pigments qu'il utilise et selon l'épaisseur du verre, les verres soit transmettent, soit absorbe. Donc ça devient soit une fenêtre à travers laquelle on peut voir la place du casino ou soit un miroir, donc on se voit nous-mêmes. C'est tout pour ce petit aperçu du tracé offert par la Monaco Art Week. Pour le reste, libre à vous de venir découvrir ce panel artistique et sachez que toutes les œuvres visibles sont aussi disponibles à la vente. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Bonsoir Alban, qu'allez-vous nous annoncer pour vendredi? Soleil ou nuages? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Demain, la principauté continue de briller sous le soleil. Quelques nuages seront visibles dans le ciel avec une légère baisse des températures par rapport à aujourd'hui, mais rien qui ne vienne altérer le beau temps. Il fera entre 20 et 25 degrés, un climat largement agréable pour terminer la semaine. Et en ce vendredi 5 juillet, nous fêterons la Saint-Antoine. Merci Alban. Les photos de fin de journal de Frédéric Nébinger sont dédiées aujourd'hui aux coulisses du tournage de l'émission consacrée aux 20 ans de l'association Fightets Monaco avec la princesse Stéphanie et de nombreux autres invités. L'émission sera diffusée ce vendredi à 21 h. Vous retrouverez demain à la présentation à 19 h Julia Vial. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.